Suite de ma correction, je suis désolée, je me suis un tout petit peu interrompue. Deuxième question. Protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés. Il fallait observer attentivement cet extrait, qualifier le choix des mots et surtout leur place. C'était ça qui m'intéressait. D'accord ? Même question que précédemment, finalement c'est ce qu'on va retrouver tout le temps quand on étudie un petit peu les figures de style. Quel effet cela crée-t-il ? Eh bien, on va passer un petit peu de temps sur notre phrase, là, hein, pour bien que vous compreniez ce que je voulais essayer de vous montrer. Je vais copier cela. Voilà, on va faire fichier nouveau. Tac, ok. Pourquoi est-ce que je le copie? Eh bien pour mettre une façon de mettre ma mise en page très particulière. D'abord, au choix des mots, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, en soi, ici vous le voyez, vous avez une forme d'exagération qui est présente, d'accord? Ici, je vais peut-être mettre un stylo un petit peu plus fin, tac, vous avez une exagération. Qui est sensible dans le tout ici, de toutes nos forces, de toute notre indignation, d'accord? Et puis, si on observe attentivement la structure de cette proposition seulement, hein, eh bien on a, voilà, deux parties qui sont encadrées, en tout cas déterminées par la virgule, donc comme quoi une virgule c'est quand même relativement important, hein. De toutes nos forces, de toute notre indignation, on a exactement la même façon de procéder, on a toutes ici, là, on a nos ici, le pronom, tac, pas le pronom, pardon, le déterminant possessif, je vais y arriver, et puis le nom commun, force, ici, et indignation. Donc, si je trace des droites, je vois, voilà comme ça, se dessiner une figure mathématique que vous connaissez. Alors je suis désolée, vous m'excuserez pour mon talent artistique qui n'est pas du tout très bien placé, mais si je mets ma phrase à la ligne par exemple, c'est encore plus net, d'accord? Je vais gommer un petit peu ça, vous allez voir de manière très concrète ce que j'entends. J'ai pas de règle sur celui-ci, donc c'est pas grave. Donc tout se descend, oulala, tac, non je n'ai pas bu. On voit ici se dessiner très nettement des droites relativement, vous allez me le dire tout seul, parallèles, d'accord? C'est donc ce que l'on appelle en français un parallélisme. Un parallélisme, c'est une figure de style aussi, hein, bien entendu, c'est une figure de style qui vise à l'exagération. C'est toujours à peu près le même procédé, d'accord? Et on peut remarquer que dans la suite, on a ce parallélisme encore, hein, au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés. Encore une fois, je peux le mettre en page de manière très claire, et c'est pour ça que j'avais ouvert un nouveau document. Si je fais comme ça, schlac. Donc, on a notre au nom, là comme ça je l'encadre, hop, voilà, du goût français, d'accord, donc du goût, on va mettre là, de l'art et de l'histoire, ça va ensemble, français va avec français, je vais le décaler un petit peu pour que vous puissiez voir, voilà, et ça, non, pas celui-là, alors du coup, on va passer par la gomme, sinon on va pas s'en sortir. Voilà, je reviens ici. Je sais pas pourquoi, oups. Voilà, tac. Pardon. Donc, du goût, de l'art et de l'histoire vont ensemble. Français va avec français. Et puis, on a notre adjectif qualificatif, hein, notre participe passé employé comme adjectif ici. Tac. Donc, on a à nouveau ici un parallélisme. Ça, c'est la même chose. Donc, vous voyez que la structure, finalement, elle est assez facile à reconnaître. Pourquoi? Parce qu'on a l'utilisation des mêmes mots. D'accord? Je vais revenir sur l'autre document.
c'est pas celui-ci, c'est celui-là. De toutes nos forces revient ici, de toute notre indignation, au nom du goût français, au nom de l'art et de l'histoire, etc. On peut voir ici un début d'autres figures de style. Si on s'intéresse un petit peu ce au nom de, d'accord, si celui-ci nous intéresse, au nom de, c'est aussi ce qu'on appelle une anaphore en poésie. Je crois qu'on l'avait vu avec vous en début d'année. L'anaphore, je le répète, répétition d'un même groupe de mots, d'un même mot ou d'un même groupe de mots en début de vers, de strophe ou de proposition. D'accord, même si on ne peut pas dire ici qu'au nom du goût français et au nom de l'art et de l'histoire français menacés soient des propositions, mais peu importe. Donc, le choix des mots est d'être très fort, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, avec deux parallélismes successifs qui ont pour but d'exagérer le propos des auteurs de la lettre, et c'est donc cela qu'il va falloir que je montre dans ma réponse. D'accord ? Je prends du bleu, comme je l'ai fait tout à l'heure, et j'y vais, je réponds. Les mots utilisés, je vous rappelle, j'avais dit que je voulais du bleu, je vous rappelle que vous devez absolument avoir en tête les mots de la question. Les mots utilisés sont très forts. Hein. J'allais dire empreint d'exagération, mais pour vous ça va être peut-être un peu complexe, sont très forts et très exagérés. Cette exagération, pardonnez-moi pour la répétition, c'est pas très joli, hein. Cette exagération est sensible. Grâce, sensible, ça veut dire que l'on peut voir, que l'on peut pas toucher. C'est pas sensible au sens à la des sentiments, hein. C'est sensible que l'on peut la voir. Donc cette exagération est sensible grâce aux multiples parallélismes employés par les auteurs de la lettre. D'accord ? Cela a pour effet de montrer encore plus leur dégoût de la tour Eiffel, de l'augmenter, d'accord? Voilà, ni plus ni moins, en trois phrases, on a répondu à la question. Ensuite, par quel terme la tour Eiffel est-elle désignée dans le texte? Commentez le choix de ces termes, pourquoi les auteurs les ont-ils utilisés? Donc, je vais aller dans mon document avec les textes, hop, que je vais vous rapatrier sur le bon écran, voilà. Et nous allons revenir ici. Donc, la tour Eiffel, ici, elle est qualifiée de inutile et de monstrueuse. D'accord? Inutile et monstrueuse, tour Eiffel. Mais c'était l'objet d'une autre question, elle est également qualifiée de tour de Babel. Je ne vais pas anticiper trop sur la question suivante. C'était assez simple de répondre à cette question, je ne demandais pas la Lune. La tour Eiffel est qualifiée de, je cite, donc pour citer, je rappelle que je mets mes guillemets, monstrueuse et inutile. Je n'ai pas numéroté les lignes du texte, donc c'était pas la peine de vous embêter à les compter, on mettra pas les lignes, tant pis, c'est pas dramatique pour une fois. Donc la tour Eiffel est qualifiée de monstrueuse et inutile. Pourquoi les auteurs ont-ils utilisé ces termes? Ils sont, on va d'abord dire, commenter le choix de ces termes. Ce sont des termes purement péjoratifs. Je vous rappelle que péjoratif, ça veut dire négatif, d'accord? Ce sont des termes purement péjoratifs qui montrent parfaitement, sans embâche, il n'y a pas d'ambiguïté là, monstrueuse et inutile, c'est très clair, qui montrent donc parfaitement l'avis négatif des artistes sur ce futur monument.
D'accord? Ni plus, ni moins. À quoi la tour Eiffel est-elle comparée? Pourquoi les auteurs de la lettre ont-ils mis en place cette comparaison? Eh bien, je vous avais noté se rappeler ce qui a été dit en classe pour répondre à cette question parce qu'on l'avait déjà commenté à l'oral. Tac. La tour Eiffel, hop là, est comparée à la tour de Babel. Certains avaient tout à fait repéré qu'il s'agissait évidemment d'un épisode biblique. À la tour de Babel, présente dans la Bible. Elle est, au départ, on le rappelle, hein, la tour qui permet à tous les hommes de se comprendre, de parler le même langage. Or, la folie des hommes mène, pour diverses raisons, mais on va aller à l'essentiel, à la destruction de cette tour, ce qui fait naître les différentes langues et l'incompréhension générale entre les hommes. C'est donc à la tour destructrice, détruite presque, hein, que font référence les auteurs de la lettre. Pour eux, la tour Eiffel, voilà, pour eux, la tour Eiffel ne sera qu'un objet de discorde entre les hommes. Alors là, oui, j'ai développé un peu plus ma réponse. Si vous vouliez, vous pouviez tout à fait le faire. On aurait pu simplement se contenter de la première phrase et de la dernière. D'accord? Simplement, il me paraît utile pour votre culture générale personnelle que vous connaissiez un petit peu l'histoire de la tour de Babel. N'hésitez pas à aller faire des recherches. Par exemple, simplement juste en allant hop sur internet, si on tape tour de Babel et qu'on va sur images, on va trouver beaucoup d'images de cette tour qui était immense jadis et puis détruite et qui a engendré l'incompréhension entre les différents êtres humains. D'accord? Donc ça ne manquera pas en termes d'images. Si vous cherchez d'ailleurs sur une carte de tarot, c'est assez intéressant d'ailleurs, puisqu'elle figure dans les cartes de tarot, la tour de Babel. Qui s'appelle d'ailleurs la Maison Dieu, en tout cas dans le tarot de Marseille. Et on voit assez clairement, hein, vous pouvez le voir ici, l'image d'une tour qui est détruite, avec, on rappelle l'éclair un peu divin, un peu comme Zeus, mais c'est quand même le dieu chrétien. Ce corps ici qui est en bas, vous voyez, la destruction par les hommes eux-mêmes qui s'autodétruisent. Cette tour comme étant quand même quelque chose de relativement catastrophique. Le tarot n'étant pas notre sujet de prédilection, on revient à notre travail. La question 5, donc, était en fait déclinée en 5 sous-questions. Alors oui, j'y suis allée un petit peu fort, je le reconnais, je vous ai demandé beaucoup de travail, mais je sais que vous aviez le temps pour le faire. Donc, je cite le texte. Il suffit d'ailleurs pour se rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer un instant une tour vertigineusement ridicule dominant Paris, ainsi qu'une gigantesque cheminée d'usine écrasant de sa masse barbare Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, le Dôme des Invalides, l'Arc de Triomphe, tous nos monuments humiliés, toutes nos architectures rapetissées qui disparaîtront dans ce rêve stupéfiant. Et pendant 20 ans, nous verrons s'allonger sur la ville entière, frémissant encore du génie de tant de siècles, nous verrons s'allonger comme une tache d'encre, l'ombre odieuse de l'odieuse colonne de tôle boulonnée. Alors, première sous-question, on va dire, une tour vertigineusement ridicule. Quel est l'effet de cette expression? Je n'ai pas employé le terme figure de style, j'étais obligée de le faire à la baie, mais bon,
Voilà. Donc une tour vertigineusement ridicule, quel est l'effet de cette expression? Il s'agit d'un effet d'exagération, hein, bien entendu. Il ne fallait pas chercher plus loin. Il s'agit d'un effet d'exagération. Comment est-ce que ça se passe, cet effet d'exagération? Je suis en train d'essayer de chercher un moyen simple de vous l'expliquer. Le fait même, c'est vraiment compliqué, le fait même que le mot vertigineusement soit long, à peu près long comme est haute la tour, eh bien, cela donne l'effet d'exagération. C'est simplement le choix du mot lui-même, d'accord? Et puis, il y a de la métaphore là-dedans, vertigineusement. On imagine un grand monument du haut duquel on a le vertige, et donc un monument parfaitement presque inutile, d'accord? Il s'agit d'un effet d'exagération qui réside principalement dans l'usage de l'adverbe vertigineusement. Voilà. Ainsi qu'une gigantesque cheminée d'usine. Donc de quelle figure de style s'agit-il? Là j'étais obligée de réutiliser le terme, je ne voulais pas tout à fait vous indiquer pour le début, c'est pour ça que je l'ai utilisé qu'à la fin. Quels termes permettent de la mettre en place? Alors, ça vous l'avez vu l'année dernière en 5e, on l'a revu quand on a travaillé sur la poésie en début d'année. Il s'agit, et certains d'entre vous l'ont bien vu, évidemment, d'une comparaison. La comparaison, c'est un comparant, d'accord, ici la tour Eiffel, enfin la cheminée d'usine, avec un comparé, la tour Eiffel qui est comparée à une cheminée d'usine, mais cette comparaison ne peut se faire que grâce à un outil grammatical, grâce à des mots, certains mots, et ici c'est ainsi que qui fait office d'outil grammatical permettant de mettre en place la comparaison, d'accord? Donc, je vais reprendre mon bleu. Il s'agit d'une comparaison, la tour comparée à une cheminée, d'accord, mise en place par la locution conjonctive ainsi que. On va mettre l'expression parce que tac. Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, le Dôme des Invalides, l'Arc de Triomphe. Cherchez l'emplacement de ces monuments sur un plan de Paris ainsi que celui de la Tour Eiffel. Ce propos est-il crédible? Pourquoi? C'est-à-dire le propos de dire qu'on ne verra plus rien. Évidemment, en ayant lu la réponse de Gustave Eiffel, on pouvait tout à fait orienter sa réponse ici. Donc, on va aller chercher sur un plan de Paris. Tac. On va taper plan Paris monument. Vous allez voir qu'on peut trouver de chouettes choses. Tiens, celui-ci a l'air pas mal. Donc, notre tour Eiffel est ici. D'accord? On a dans notre document qui est mentionné Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, le Dôme des Invalides. Donc, les Invalides sont là. Notre-Dame est ici. La Sainte-Chapelle est ici. D'accord, alors il y avait des monuments, évidemment, la tour de Montparnasse, par exemple, qui n'existait pas du tout à l'époque. L'Arc de Triomphe qui est mentionné est là, l'Opéra Garnier qui est mentionné est ici. Et enfin, le dernier monument, c'était l'Arc de Triomphe. Donc, la question, donc l'Arc de Triomphe. Notre-Dame qui paraît quand même relativement éloignée, ainsi que la Sainte-Chapelle. Et puis l'Hôtel des Invalides. Nous, on a un plan comme ça n'a pas l'air loin, mais si, hein, il y a quand même. Voilà, c'est quand même assez éloigné dans la vérité. Donc, je regarde ça comme ça. Peut-être celui-ci en couleur est-il un peu plus accessible. Tour Eiffel, Arc de Triomphe. Bon, c'était pas très difficile de trouver un plan. De dire
en tout cas quand on voit l'échelle des monuments sur ce plan-là, hein, de dire que la tour Eiffel va faire de l'ombre à un monument qui est complètement à l'opposé dans Paris, c'est quand même peut-être un tout petit peu exagéré comme propos. Donc le propos est difficilement crédible. D'accord? C'était cela qu'il fallait souligner. Donc, ce propos est difficilement crédible car certains des monuments cités sont assez éloignés de la tour Eiffel. Zut, je l'écris toujours mal. Eiffel, voilà. Tous nos monuments humiliés, toutes nos architectures rapetissées qui disparaîtront dans ce rêve stupéfiant. Je vous avais demandé de repérer les adjectifs qualificatifs qui sont employés dans cette phrase et puis de commenter leur usage. Alors, allons-y. Adjectifs qualificatifs, nous avons humilié, nous avons rapetissé, qui sont des participes passés employés comme adjectif, d'accord, et stupéfiant, qui est un participe présent employé comme adjectif. Bon, dans tous les cas, ce sont des adjectifs qualificatifs. Les monuments sont humiliés, les architectures sont repassées, sont rapetissées, et le rêve est stupéfiant, pas au sens d'extraordinaire, mais au sens de surprenant, d'accord, qui déclenche de la stupeur, qui laisse bouche bée. On a encore une fois un usage des adjectifs qui est largement emphatique. Emphatique, ça veut dire quoi? Exagéré, tout simplement. On verra que l'emphase, c'est une figure de style qui vise un premier degré d'exagération. Voilà. Donc, les adjectifs qualificatifs que l'on pouvait relever sont humilié, rapetissé et stupéfiant. Je reprends toujours la forme de ma question. Je n'oublie pas de mettre entre guillemets les mots que j'utilise, que je cite. D'accord? Ils sont tous les trois péjoratifs, encore une fois, montrant le caractère négatif de ce projet. Le caractère fortement négatif de ce projet. Ici, on peut le rajouter. Le terme stupéfiant, et d'ailleurs, vous pouvez regarder la structure syntaxique, hein, tous nos monuments, toutes nos architectures, nos monuments, nos architectures, humiliés, rapetissés. On a encore une fois un parallélisme, hein, on peut le relever à nouveau. Donc, le terme stupéfiant et son association avec le parallélisme précédent donne à cette phrase un caractère emphatique, c'est-à-dire, je vous le rappelle, exagéré. Égal, exagéré. Tac. Bien. Dernière question, on arrive au bout. Bravo pour votre patience. Vous deviez relever dans la fin du texte la même figure de style que vous aviez identifiée à la question 2b. Et évidemment, si vous étiez trompé à la question 2b, c'était très compliqué. Mais je comptais quand même sur votre parfaite maîtrise du cours de l'année dernière pour relever une dernière comparaison dans la fin de ce texte. Et pendant 20 ans, nous verrons s'allonger sur la ville entière, frémissant encore du génie de tant de siècles. Nous verrons s'allonger, on voit la répétition, hein, comme une tache d'encre, l'ombre odieuse de l'odieuse colonne de tôle boulonnée. On sent quand même qu'on a des poètes, hein, qui écrivent ça, odieuse de l'odieuse. Bon, je vais pas commenter cette figure de style-là, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est comme une tache d'encre. Évidemment, vous l'aurez repéré, il s'agit d'une comparaison qui fonctionne par le terme, par le comparatif comme. D'accord? Donc, on y va, on rédige la réponse. On peut relever une comparaison, je cite, comme une tache d'encre, hop là, mise en place par le
terme, ou vous pouvez dire par l'adverbe ici, mais c'est pas vraiment... Ici, je crois pas que comme soit un adverbe. Je pense que c'est une conjonction. On va rester sur général par le terme comme. D'accord? Et voilà, vous aviez fini votre travail. Ça y est, on est arrivé au bout de cette vidéo. Je vous joins bien entendu le travail corrigé à la séance du jour sur Cybercollège. En attendant, je vais plancher, travailler pour vous faire une petite vidéo sur les figures de style, même s'il y en a déjà plein qui existent sur YouTube. Je pense que vous pourrez en trouver assez facilement. L'important, c'est qu'on puisse créer ce petit cahier des figures de style qu'on met dans l'onglet narratologie, hein, puisque c'est la science de l'écriture, la narratologie. Donc ça me paraît tout à fait avoir sa place dans cet onglet-là. Je vous remercie tous et toutes pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.